Chapitre 6e. Des vertus. Du courage. Si disposé que l'on soit à prêter aux animaux toutes sortes de sentiments et d'intentions, on ne peut pourtant pas supposer du courage, même dans les plus féroces. Ces merveilles, comme après avoir donné un moment l'image de l'audace la plus déterminée, il s'enfuit ou se cache le plus simplement du monde. On définit souvent l'homme par la raison, et cette définition convient à tous, et même aux fous, si l'on sait apercevoir la raison dans les passions, car ce n'est pas peu de choses que de se tromper. Mais on pourrait aussi définir l'homme par le courage, car rien n'est plus commun, on pourrait dire plus ordinaire, et le premier venu dans une catastrophe ou dans une guerre s'élève d'un mouvement aisé et sans fureur animale au-dessus des circonstances les plus terrifiantes. Le misanthrope devrait considérer de bonne foi que la vertu la plus belle est aussi la plus commune. Il aimerait cette noble espèce, et lui-même aussi. Je définirais bien l'homme par la peur aussi, car je ne puis penser que l'animal ait peur, il fuit, ce n'est pas la même chose, et tous ces efforts d'idolâtrie pour laisser à l'animal quelques faibles sentiments, même de ces mots, sont décidément vains. La raison est entière, clairvoyante et inflexible dans la peur même. La peur est royale comme le courage. Ce qui fait peur, c'est toujours cette imagination déréglée dans le silence des choses, dans l'éloignement du danger. Oui, ces apparitions arbitraires, ces miracles d'un moment, ces dieux et ces génies par tout ce danger sans corps et sans forme, cette nature animée. Mais l'horreur est dans ces yeux sages à qui il n'est pas permis de recevoir ces folles apparences. Le mal de la peur, c'est la contemplation d'une déchéance ou d'un désordre hors de soi, en soi. Il y a une grande honte dans la peur, mais ce n'est qu'une épreuve aussi et qui annonce un fier courage, car ce petit monde effrayant ne tient que par toi, et ta peur aussi ne tient debout que par ton courage. Ce scandale annonce autre chose, car qui se rend à sa peur tombe dans la nuit sans penser. Peut-on comprendre enfin que la conscience morale, c'est la conscience même? On a assez remarqué que la peur est plus grande de loin et diminue quand on s'approche. Et ce n'est point parce qu'on imagine le danger plus redoutable qu'il n'est. Ce n'est pas pour cela, car à l'approche d'un danger véritable, on se reprend encore. C'est proprement l'imagination qui fait peur, par l'instabilité des objets imaginaires, par les mouvements précipités et interrompus qui sont l'effet et en même temps la cause de ces apparences. Enfin, par une impuissance d'agir qui tient moins à la puissance de l'objet qu'aux faibles prises qu'il nous offre. Nul n'est brave contre les fantômes. Ainsi aussi le brave va-t-il à la chose réelle avec une sorte d'allégresse, non sans retour de peur jusqu'au moment où l'action difficile, jointe à la perception exacte, le délivre tout à fait. On dit quelquefois qu'alors il donne sa vie, mais il faut bien l'entendre. Il se donne non à la mort, mais à l'action. C'est pourquoi on voit que dans les guerres, la peur et la haine sont à l'arrière ensemble et le courage en avant avec le pardon. Car, comme je l'ai expliqué, on ne hait que par colère qui est peur au fond. Je hais celui qui m'a fait peur, mais celui qui m'aide à être libre, lucide et invulnérable, en me montrant l'image du héros résolu, celui-là, je l'aime déjà. Une des causes de la guerre est l'impatience qu'on a de la craindre, le pressentiment aussi que cet état ne peut durer et que le plus beau courage est au fond de cette crainte-là. La guerre est comme un rendez-vous que l'on se donne, c'est pourquoi ils sont si pressés d'y aller. Mais pourquoi? Par cet esclavage de tous les jours qui vient de ce que nous ne savons pas séparer le respect de l'obéissance. Quoi? Tant d'hommes pour mourir et si peu pour braver les pouvoirs? Il ne manque pourtant pas d'occasion oser estimer les valeurs véritables, le policier si haut qu'il soit pour ce qu'il est, le menteur pour ce qu'il est, le flatteur pour ce qu'il est, et tous selon l'esprit, pardonnant même partout par la vue claire, ce qui est plus dangereux encore. Mais tous ces guerriers vivent à genoux, ils tremblent pour un roi, pour un inspecteur, pour un préfet, ce n'est qu'à la guerre qu'ils trouvent l'occasion de vivre une fois ou deux avant de mourir. De la tempérance. On juge mal de l'intempérance, on la craint trop par ses effets les plus visibles, mais on ne saisit point sa poésie propre et sa puissance. Les anciens, mieux éclairés par la sagesse traditionnelle, n'ont point manqué d'attribuer les transports de l'intempérance et l'exaltation orgiaque, dont les plaisirs n'étaient que l'occasion à quelques dieux perturbateurs que l'on apaisait par des cérémonies et comme par une ivresse réglée. Et par cette même vue,
Leurs sages attachaient plus de prix que nous à toutes les formes de la décence, au lieu que nous oublions trop nos vrais motifs et notre vraie puissance, voulant réduire la tempérance à une abstinence par peur. Ainsi, visant l'individu, nous ne le touchons point, tandis que l'antique cérémonial arrivait à l'âme par de meilleurs chemins. On se trompe beaucoup si l'on prend l'ivresse alcoolique pour une folie animale seulement. L'ivresse n'est qu'une occasion d'être intempérant, ou plutôt comme l'indique assez ce mot à plusieurs sens, l'ivresse est toujours l'esprit d'esprit. Le poète l'a bien vu, et je ne prends point légèrement l'entrée du clown de Shakespeare avec sa bouteille. Il est remarquable que le plus parfait bouffon soit l'anglais, comme la plus parfaite cérémonie est l'anglaise. L'intempérance serait donc comme une victoire sur une pudeur qui sangle jusqu'à étouffer. Comment ne pas voir aussi que la plus redoutable intempérance est contre le vêtement? Or, c'est le plaisir des sens qui est redoublé par ce mouvement de révolte. De même, le plaisir de boire a besoin du secours de l'esprit. Ce que disait Figaro, en peu de paroles, définissant l'homme une fois de plus, c'est mieux qu'il ne croit. Il y a des bouffons sans vin, rien n'est plus méprisé, mais il y a aussi une extravagance dont la moindre trace sur nos oreilles fait rougir, comme indécente. Par là se découvre un lien entre les folies de l'amour et l'impudence des amuseurs, intempérance aussi dans le chant, dans la déclamation et jusque dans la manière d'écrire. Il faut appeler éloquence ce mouvement convulsif contre la pudeur d'usage lorsqu'il a fait oublier. Mais la sage Consuelo est mieux gouvernée, et il faut convenir que George Sand a égalé les plus grands auteurs lorsqu'elle a dessiné cette figure-là. J'ai connu plus d'un artiste impudent et d'autres étranglés de pudeur, non sans force mais toujours sans grâce. L'équilibre souverain dans ces périlleux exercices, je ne l'ai guère vu. Ce n'est point résistance qu'il faudrait ni lutte, mais plutôt délivrance. La sobriété mesure encore mieux ses mouvements que la pudeur, ainsi marcher les yeux. On se tromperait donc si l'on croyait que l'on n'arrive jamais à la sobriété par ne pas boire, ou bien à la tempérance par fuir tous les genres d'abusés. Je vois là une erreur sur l'objet, car l'objet qui me plaît n'est pas si redoutable, et ici trouve sa place cette demi-vérité qu'il est bon de céder aussi à la nature. Mais ce qui est si facile aux animaux et même aux enfants ne l'est pas à nous autres. Le moindre plaisir en vérité nous trouble trop. Quelle profondeur dans cette mythologie selon laquelle une faute originelle gâte les joies de nature. Et la vraie faute est toujours de ne point croire. L'esprit déchaîné achève le mal, mais c'est l'esprit enchaîné qui le commence. Un esprit libre peut s'enivrer par rencontre, mais il ne le regrettera pas assez pour se condamner à s'enivrer encore. J'avoue que d'autres fautes contre la tempérance sont plus à craindre par le mal que l'on peut faire à d'autres êtres par le partage des plaisirs et à tous par le scandale. C'est pourquoi il est sage d'accepter les règles de la vie ordinaire et les mœurs communes qui éloigneront assez l'occasion pourvu que l'esprit ait d'autres affaires. Mais il ne faut pas que l'esprit sente ces liens, car la tentation est alors de les rompre et le plaisir attire par le sacrilège. Plutôt que d'adorer ces coutumes, il vaudrait mieux ne pas les juger du tout. Il y a ainsi une autre pureté qui est belle contre le sommeil. De la sincérité. Lorsque l'on a prouvé par raison abstraite ou par sentiment qu'il n'est jamais permis de mentir, il se trouve que l'on a mal servi la cause de la vertu, car il est connu qu'une loi inapplicable affaiblit un peu l'autorité des autres lois. Peut-être vaudrait-il mieux régler les discours d'après la loi supérieure de la justice, mais il y a aussi un mal à soi-même et une déchéance dans le mensonge. Il y a donc une vertu de sincérité qui toutefois n'est pas située au niveau des discours ordinaires. De là vient que tant de mensonges sont excusés et quelques-uns même loués et certainement honorables. La loi punit la médisance et les mœurs les plus sévères s'accordent ici avec la loi. Cela fait voir que la pleine franchise à tout propos à l'égard de tout et de tous n'est pas louable. Le témoin doit la vérité au juge, mais non à n'importe qui. Personne n'approuvera que l'on rappelle une ancienne faute, maintenant expiée et réparée. Il est donc bon souvent de se taire, et se taire à la rigueur, c'est déjà mentir. Mais la sincérité n'est point à ce niveau-là, qu'on n'essaie même pas de dire que l'on doit toute sa pensée à son ami. Quelle duplicité et lâcheté souvent dans cette morale qui veut être rigoureuse et que l'on ne peut formuler pourtant sans un mensonge à soi-même. Quoi ?
Je dois dire à mon ami que je lui vois l'amaigrissement, la fatigue, la vieillesse, de plats discours ou de ces répétitions machinales, signe fâcheux de la faiblesse ou de l'âge. Vais-je même lui dire que je pense à une faute depuis longtemps pardonnée, si j'y pense, ou bien si je remarque en lui quelque disgrâce physique à laquelle je n'ai pu m'accoutumer, vais-je le lui dire? Non pas. Mais au contraire, je lui dirai ce qui peut éveiller le meilleur de lui, et ainsi consoler l'autre, ou bien vais-je rappeler les vices ou les lâchetés d'un mort que l'on pleure. Il y aurait pourtant lâcheté quelquefois à ne pas les voir, à les couvrir, oui, mais lâcheté plus grande à les dire. Ne nous trompons pas sur ce besoin de dire ce qui nous vient à l'esprit, ce besoin est animal, ce n'est qu'impulsion et passion, le fou dit tout ce qui lui vient. Il y a beaucoup de ces fous-là qui ne sont pas enfermés. Je n'aime pas cette fureur bavarde qui vous jette son humeur au visage. Je la haïrai en moi-même, ayant eu au sujet d'en rougir plus d'une fois, si l'âge, la bienveillance de mes amis et un certain goût de la solitude m'en avaient guéri un peu. Il y a une forte raison de ne pas dire au premier arrivant ce qui vient à l'esprit, c'est qu'on ne le pense point. Aussi n'y a-t-il rien de plus trompeur que cette sincérité de premier mouvement. Il faut plus de précaution dans le jeu des paroles, d'où dépend souvent l'avenir des autres et de soi. Il n'y a rien de plus commun que de s'obstiner sur ce que l'on a dit par fantaisie. Mais quand on saurait pardonner à soi-même, et mieux encore oublier ce qui fut mal dit et mal pensé, on ne saurait toujours pas l'effacer dans la mémoire de l'autre, car on dit trop que les hommes croient aisément ce qui les flatte. Mais je dirais bien qu'ils croient plus aisément encore ce qui les blesse. S'il faut quelquefois démasquer et punir un vil coquin ou gâter un peu son triomphe, cela concerne la justice. Mais hors de ces obligations strictes, l'expérience de l'humeur et des passions nous conseille d'attendre. Et les opinions sur d'autres ne sont jamais assez assurées pour que l'on ose condamner. Toute condamnation pèse, surtout je tiens qu'on ne doit pas dire aux enfants ce que l'on croit d'eux. Si ce n'est bon, le mieux serait de n'en croire que le meilleur, et des hommes aussi. Et puisqu'enfin il faut parler quelquefois sans peser tout, il ne faut donc parler ni de soi ni des autres, mais plutôt des choses, parce que nos jugements ne leur font rien. L'éducation et les manières conduisent à une telle prudence par l'expérience des effets, et l'on dit souvent que cette bienveillance est mensonge, en quoi on ne se trompe pas tout à fait, car il y a une dissimulation qui fortifie les pensées malveillantes. Il y a une éloquence intérieure par laquelle on se venge souvent des plats discours et des flatteries de convention. Cet état est le plus violent dans les passions, car il s'ajoute à la tristesse et à la colère, la peur de parler ou de se trahir. C'est une vie étranglée qui marque sur les passions. Ce trouble s'ajoute à la timidité et souvent l'explique toute, et la conversation est vide et ennuyeuse avec ces gens-là. Leur travail est de ne rien dire en parlant beaucoup. Il n'y a donc de vertu dans la politesse qu'autant qu'on y cède et que l'on laisse aller et se dissoudre tous ces jugements que la politesse force à cacher, en sorte que la politesse est mensonge dans ceux qui ont des passions et qui s'y attachent, mais sincérité dans ceux qui consentent à n'avoir que de l'humeur ou qui sérieusement s'y efforcent. Il y a enfin deux manières de ne point mentir, l'une qui est de dire tout ce qui vient et qui ne vaut rien, l'autre qui est de ne pas trop croire aux improvisations de l'humeur. Prise ainsi, la conversation polie est bonne. Alceste s'appliquait mal à être sincère. Il ne faut qu'un effort de bienveillance et de sagesse pour que la sincérité soit facile. Pour les pensées proprement dites, mieux étudiées et bien assurées par la lecture, la confrontation, l'exploration par tout chemin et enfin par toutes les épreuves, il ne faut pas non plus que le besoin de les dire soit pris pour un devoir, mais c'est un plaisir assez vif pour que les confidences des auteurs ne nous manquent jamais. Si l'on y cède, que ce soit toujours par écrit, car la mémoire déforme trop, que ce soit toujours assez serré pour qu'on ne puisse le lire en courant, et que toutes les nuances y soient, et tous les doutes et les harmonies qui offrent plus d'un sens, comme l'honnête langue classique le permet à ceux qui l'aiment en récompense. De la justice. On dit un esprit juste, et cette expression embrasse beaucoup plus que les égards qu'on doit aux autres. Le mot droit présente la même admirable ambiguïté. Utile avertissement au premier regard sur ce vaste objet, car ce qui est droit, c'est déjà une idée.
Mais l'esprit juste est encore quelque chose de plus que l'esprit qui forme une idée et qui s'y tient ferme, ne voulant point que sa définition soit courbée par aucun essai d'expérience. L'esprit juste, il me semble, est celui qui ne met point trop d'importance aux petites choses, ni aux petits malheurs, ni aux flatteries, ni au tumulte humain, ni à la plainte, ni même au mépris, ce que l'esprit droit ne sait pas toujours faire. C'est pourquoi Platon, homme divin, voulut considérer dans la justice l'harmonie intérieure seulement et le bon gouvernement de soi, ce qui fait que sa République est un traité de l'âme juste, principalement, et de la société juste par épisode. À cet exemple, je me garderai de considérer jamais la justice comme quelque chose d'existant qu'il faut accepter, car la justice est une chose qu'il faut faire et refaire sans aucun secours étranger par soi seul et aussi bien à l'égard d'un homme qu'on ne connaît point, qu'on n'a jamais vu. La force semble être l'injustice même, mais on parlerait mieux en disant que la force est étrangère à la justice, car on ne dit pas qu'un loup est injuste. Toutefois, le loup raisonneur de la fable est injuste, car il veut être approuvé. Ici se montre l'injustice, qui serait donc une prétention d'esprit. Le loup voudrait que le mouton n'ait rien à répondre, tout au moins qu'un arbitre permette, et l'arbitre, c'est le loup lui-même. Ici, les mots nous avertissent assez. Il est clair que la justice relève du jugement et que le succès n'y fait rien. Plaider, c'est argumenter. Rendre justice, c'est juger. Peser des raisons, non des forces. La première justice est donc une investigation d'esprit et un examen des raisons. Le parti pris est par lui-même injustice, et même celui qui se trouve favorisé et qui de plus croit avoir raison ne croira jamais qu'on lui a rendu bonne justice à lui tant qu'on n'a pas fait justice à l'autre, en examinant aussi ses raisons de bonne foi. De bonne foi, j'entends en leur cherchant toute la force possible ce que l'institution des avocats réalise passablement. On trouve des plaideurs qui sont assez contents lorsque leur avocat a bien dit tout ce qu'ils avaient à dire, et beaucoup ne voudraient point gagner si leur tort était mis en lumière en même temps. Aussi veulent-ils que l'adversaire ait toute permission d'argumenter, sans quoi le possesseur non troublé garderait toujours une espèce d'inquiétude. Et la fureur de posséder est une fureur d'esprit qui craint plus une objection qu'un voleur. L'injustice est humaine comme la justice, et grande comme la justice en un sens. D'après cela, la persécution serait l'injustice même. Entendez non pas toute violence, mais la violence qui a pour fin d'empêcher la revendication. Et le triomphe de l'injuste, c'est bien d'être approuvé et loué. C'est pourquoi la révolte est d'abord dans la parole, et ne passe aux actions que pour sauver la parole. On ne sait pas quelles conditions on ne ferait accepter aux hommes s'ils gardaient le droit de remontrance, mais aussi il y a une faute plus sévèrement réprimée que toutes les autres, c'est d'avoir raison contre le tyran. Retenons que la justice suppose certainement un état de nos relations avec nos semblables, qui est leur libre et franche approbation et la nôtre. Cette idée, si simple, trouve déjà son application dans les échanges et dans tous les contrats. D'abord, il ne faut rien d'ambigu sans quoi ils pourraient approuver tous deux sans approuver la même chose. Il n'y faut non plus aucun mensonge ni tromperie. Ainsi, la pleine justice exige que j'instruise mon acheteur de tout ce que je sais de la chose que je lui vends. Mais pareillement, il doit m'instruire de ce qu'il sait sur les pièces de monnaie qu'il me donne en échange. J'ai connu des hommes qui jugeaient assez innocents de passer une pièce suspecte qu'eux-mêmes avaient reçue sans y faire attention. Mais ce n'est pas juste, tant qu'on n'est pas assuré de la libre approbation de celui à qui on la donne. Et la règle est celle-ci, que l'autre contractant n'ait jamais occasion de dire « si j'avais su ». Ou bien contentez-vous d'être riche, n'essayez pas d'être juste encore avec, car il n'y a point de subtilité ici. Tout est clair du moment que l'approbation de l'autre vous manque, et surtout quand vous reconnaissez vous-même qu'il ne se trompe point. Et erreur n'est pas compte, et il importe peu que vous-même ayez ignoré la chose à ce moment-là. Je dis ignorer de bonne foi, c'est-à-dire sans moyen de vous en instruire. J'ai acheté une vieille gravure avec son cadre, je n'ai point acheté ces billets de banque que j'y trouve cachés. Il n'est pas toujours facile de savoir à qui ils sont, mais il est parfaitement clair qu'ils ne sont pas à moi. On voit ici à plein, il me semble, sur quoi l'esprit porte son regard jugeur. C'est sur l'idée même de la chose,
idée commune aux deux. Une vente ne peut pas être en même temps seulement d'une chose et encore d'une autre. L'arbitre ne s'y trompe jamais. Il est vrai qu'il y a des cas aussi où l'autre approuve sans bien savoir, aussi des cas où il consent par un autre désir ou par un pressant besoin, comme un prodigue qui vend à vil prix ou bien qui cesse d'aimer dès qu'il possède. De là d'autres bénéfices que beaucoup gardent sans scrupule. Mais comme l'approbation de l'autre n'est alors ni libre ni durable, et que vous-même le jugez fou d'avoir consenti, je dis encore une fois, contentez-vous d'être riche et renoncez à être juste. Ici, c'est votre propre jugement qui vous condamne, d'où la règle d'or, assez connue. Dans tout contrat et dans tout échange, mets-toi à la place de l'autre, mais avec tout ce que tu sais, et te supposant aussi libre des nécessités qu'un homme peut l'être, vois si à sa place tu approuverais cet échange ou ce contrat. La vie est pleine de ces heureux échanges. On n'y fait point seulement attention, mais il est clair que la richesse vient toujours de ce qu'on a acheté une chose dont l'autre ne savait pas la valeur, ou de ce que l'on a profité de ses passions ou de sa misère. Je reviens à mon refrain, contente-toi d'être riche.